À 0h37 du matin, dans le South Side de Chicago, une Cadillac s'est arrêtée devant un immeuble d'habitation tranquille. À l'intérieur se trouvait Willie Fluky Stokes, un homme qui avait passé des années à bâtir une légende faite d'argent, de peur, de loyauté et de spectacle. Mais cette nuit-là, il n'y avait pas de diamants brillants sous les lampadaires, pas de costume en soie, pas de foule le regardant comme un roi, juste un chauffeur sur le siège avant, une femme attrapant des sacs de course et un garde du corps attendant derrière eux. Puis deux hommes ont surgi de l'obscurité. Le verre s'est brisé. Des coups de feu ont déchiré la voiture. Et l'homme payé pour protéger Fluky a levé son arme, a tiré en l'air et a laissé les tueurs s'enfuir. Ce n'était pas juste un meurtre, c'était la scène finale d'une légende que Fluky avait écrite lui-même. Bien avant les coups de feu, avant la trahison, avant que la Cadillac ne devienne un cercueil, Willie Fluky Stokes était déjà un personnage hors norme dans le South Side. Dans les rues de Chicago au cours des années 1970 et au début des années 1980, les gens connaissaient son nom avant de connaître son histoire. Ils voyaient d'abord les Cadillacs. Ils voyaient les bagues en diamant, les vêtements sur mesure, les bracelets en or empilés sur ses bras, le genre de clinquant qui faisait tourner la tête des inconnus et les faisait chuchoter. Fluky ne se contentait pas d'arriver quelque part. Il apparaissait comme un homme qui comprenait que le pouvoir n'était pas seulement quelque chose que l'on possédait, c'était quelque chose que les gens devaient voir. Mais ce qui le rendait dangereux, ce n'était pas seulement l'argent. C'était la façon dont il mêlait la peur à la générosité. Pour certaines familles, Fluky était l'homme qui distribuait de l'argent quand le loyer était en retard. Il était l'homme qui aidait les gens quand une maison brûlait, qui offrait des dindes pendant les fêtes, qui sponsorisait les enfants du quartier qui voulaient jouer au ballon. Dans un quartier où beaucoup se sentaient oubliés par la ville, Fluky donnait aux gens le sentiment d'exister. Il se souvenait des noms, il serrait des mains, il se rendait disponible d'une manière que les politiciens ne faisaient souvent pas. Et c'est ce qui rendait sa légende complexe, car derrière les poignées de main chaleureuses et les faveurs accordées au quartier, les forces de l'ordre pensaient qu'un autre empire opérait dans l'ombre. Les rapports décrivaient des maisons de la drogue fonctionnant jour et nuit, des employés salariés, de l'argent circulant dans le South Side, dans des quantités que la plupart des gens pouvaient à peine imaginer. Officiellement, Fluky se présentait souvent comme un joueur, un homme qui gagnait et perdait gros à Las Vegas, un homme dont la fortune pouvait s'expliquer par la chance, le risque et les dés. Mais les enquêteurs pensaient que la chance n'était qu'un masque. Ils voyaient un homme qui comprenait l'image, mieux que presque n'importe qui autour de lui. Si le public voyait les bijoux, la charité, les Cadillacs et l'assurance, peut-être qu'il ne regarderait pas de trop près la peur qui se cachait en dessous. Si le quartier le voyait comme un protecteur, peut-être que le silence le protégerait en retour. C'était là l'étrange pouvoir de Fluky Stokes. Il pouvait être considéré par une personne comme un criminel, par une autre comme un bienfaiteur, et par une troisième comme les deux à la fois. Alors que se passe-t-il lorsqu'un homme devient trop puissant pour être jugé simplement? Que se passe-t-il lorsque les mêmes rues qui le craignent le pleurent également? Pendant des années, Fluky a semblé intouchable. La police observait, les rivaux attendaient, la communauté chuchotait. Et malgré tout cela, il continuait à se déplacer dans Chicago comme un roi en mouvement. Mais chaque roi a un endroit où le pouvoir ne peut le protéger. Pour Fluky Stokes, cet endroit, c'était la famille. Pour comprendre pourquoi le monde de Fluky a commencé à se fissurer, il faut comprendre le South Side de ces années-là. Chicago, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, n'était pas seulement une ville de quartier. C'était une ville aux frontières invisibles. Un pâté de maisons pouvait connaître un ensemble de règles, tandis que le suivant vivait sous un autre. Les gens apprenaient où marcher, qui saluer, ce qu'il ne fallait pas demander, et quand le silence était plus sûr que la curiosité. Pour des hommes comme Fluky Stokes, le pouvoir venait de la structure. Il y avait des territoires, il y avait des relations, il y avait des gens qui devaient des faveurs, des gens qui craignaient les conséquences, et des gens qui comprenaient que la survie signifiait souvent rester fidèle au nom le plus puissant de la rue. C'était brutal, mais il y avait un ordre. Fluky appartenait à cet ancien monde, un monde où la réputation avait du poids, où un nom pouvait ouvrir des portes ou fermer des bouches. Mais au début des années 1980, cet ordre était en train de changer.
Une nouvelle génération montait, plus rapide, plus jeune et plus imprudente. Ils ne respectaient pas toujours les hommes qui avaient bâti leur nom sur des décennies. Ils ne se souciaient pas des vieilles alliances. Ils n'étaient pas impressionnés par les légendes d'hier. Les rues devenaient plus imprévisibles, et les anciennes règles ne suffisaient plus à assurer la sécurité d'un homme. C'est ce qui rendait cette période si dangereuse. Fluky pouvait toujours porter les diamants. Il pouvait toujours rouler dans Chicago en Cadillac. Il pouvait toujours distribuer de l'argent et faire s'écarter les gens lorsqu'il entrait dans une pièce. Mais le monde autour de lui n'était plus le même monde qu'il avait rendu puissant. La plus grande menace pour un vieux roi n'est pas toujours la police. Ce n'est pas toujours un rival avec une plus grosse arme ou un témoin prêt à parler. Parfois, le vrai danger, c'est le temps lui-même. Une nouvelle ère arrive discrètement, puis soudainement, et les hommes qui contrôlaient autrefois tout découvrent que la peur ne dure pas éternellement. Fluky avait bâti une légende sur l'argent, la loyauté et l'image. Mais l'image ne pouvait empêcher une nouvelle génération de le mettre à l'épreuve. Et quand cette épreuve est finalement arrivée, elle n'a pas frappé d'abord son empire. Elle a frappé son fils. Willie Stokes Jr. n'avait que 28 ans, mais dans le South Side, il portait déjà le poids du nom de son père. Les gens l'appelaient The Wimp, la mauviette, un surnom qui semblait doux jusqu'à ce que l'on comprenne la vie qui l'entourait. Il s'habillait avec le même genre d'assurance que les gens attendaient d'un Stokes. Il aimait les Cadillacs, il aimait les jeux d'argent, il aimait les symboles visibles de réussite qui avaient rendu son père impossible à ignorer. Mais Willie Jr. n'était pas qu'une image. Il était un mari. Il était père de 5 enfants. Et il était le fils d'un homme dont le nom pouvait ouvrir des portes, susciter la peur et attirer des ennemis tout à la fois. C'était le danger de naître près du pouvoir. Vous héritiez de la protection, mais vous héritiez aussi de la cible. En février 1944, cette cible est devenue réelle. Willie Jr. s'est rendu au Roberts Motel dans le South Side, un lieu lié aux affaires, au mouvement et au risque. Ce qui aurait dû être un autre moment de routine est devenu le moment qui a scindé la vie de Fluky en deux. Avant que Willie Jr. ne puisse s'éloigner de cette nuit-là, des tireurs ont frappé. Les détails allaient faire partie de la mémoire du South Side, mais le résultat était brutalement simple. Fluky Stokes, un homme qui avait bâti son nom sur le contrôle, n'avait pas pu protéger son propre fils. Il n'y a eu aucune réponse claire, aucune justice propre, aucune explication publique qui aurait pu rendre la perte compréhensible. Willie Jr. laissait derrière lui une femme, 5 enfants et un père qui devait maintenant faire face à la seule chose que l'argent ne pouvait pas inverser. Pour la plupart des familles, le chagrin pousse les gens à se replier sur eux-mêmes. Il les pousse à fermer les rideaux, à baisser la voix et à enfouir la douleur dans un endroit privé. Mais Fluky Stokes n'avait jamais vécu en privé. Toute sa vie s'était construite en public à travers l'ostentation, la réputation et le pouvoir d'être vu. Alors, quand la mort est venue chercher son fils, Fluky n'a pas répondu par le silence. Il a répondu par le spectacle. Et c'est là que l'histoire a quitté le monde de la criminalité ordinaire pour entrer dans quelque chose de plus étrange, de plus sombre et de presque impossible à oublier. Car Fluky ne s'est pas contenté d'organiser des funérailles. Il a construit une Cadillac pour les morts. Le cercueil Cadillac n'était pas seulement cher, il n'était pas seulement étrange, c'était un message. Après la mort de Willie Jr., Fluky Stokes s'est rendu chez un fabricant de cercueils sur mesure avec une demande si inhabituelle qu'elle ressemblait moins à l'organisation de funérailles qu'à la création d'un mythe. Il voulait que son fils soit enterré dans la forme d'une Cadillac Séville, le genre de voiture qui faisait déjà partie de l'image de la famille Stokes. Pour les étrangers, cela paraissait scandaleux. Pour Fluky, c'était peut-être le seul langage qui avait du sens. Car dans le monde de Fluky, le style n'était jamais de la décoration. Le style, c'était le pouvoir. Alors le cercueil est devenu une voiture. Il avait l'apparence d'une Cadillac, la calandre avant, les pneus à flanc blanc, la forme et la prestance de quelque chose construit pour être vu. Les détails n'ont cessé de s'accumuler jusqu'à ce que la frontière entre le véhicule et le cercueil disparaisse presque. Il y avait des phares, il y avait un pare-brise, il y avait un tableau de bord, il y avait un volant. Il y avait même une plaque d'immatriculation personnalisée liée au surnom de Willie Jr. Et puis vint la veillée funèbre. Au funérarium du Southside, les gens ne venaient pas seulement pour se recueillir. Ils venaient parce qu'ils avaient entendu des rumeurs sur quelque chose que personne ne pouvait vraiment croire.
Des files d'attente se sont formés. Le bouche à oreille a fonctionné. L'histoire prenait de l'ampleur avec chaque personne qui la répétait. À l'intérieur, Willie Jr. n'était pas allongé à plat de manière ordinaire. Il était placé à la verticale, habillé avec élégance, positionné derrière le volant comme s'il était encore en mouvement, encore en train de conduire, faisant toujours partie du monde qu'il venait de quitter. De l'argent avait été placé dans ses mains, les bijoux accrochés à la lumière. Les détails de la Cadillac transformaient la pièce en quelque chose à mi-chemin entre un mémorial, un avertissement et une performance. Pour certains, c'était de l'amour. Pour d'autres, c'était de la folie. Pour les journalistes, c'était irrésistible. Mais la question la plus profonde est de savoir ce que Fluky essayait vraiment de dire. Était-ce un père refusant de laisser son fils disparaître en silence? Était-ce un dernier cadeau d'un homme qui croyait que l'amour devait être aussi grand que sa réputation? Était-ce un avertissement aux rues que même la mort ne pouvait pas rendre le nom des stocks insignifiant? Ou était-ce quelque chose de plus douloureux que tout cela? Un homme tellement habitué à contrôler chaque pièce dans laquelle il entrait qu'il essayait de contrôler le chagrin lui-même. C'est ce qui a rendu le cercueil Cadillac inoubliable. Il était tape à l'œil en surface, mais sous les chromes et les lumières se trouvait un père debout, face à la seule chose que son argent ne pouvait pas réparer. Il ne pouvait pas ramener Willie Jr. Il ne pouvait pas effacer le motel. Il ne pouvait pas réparer la vie de 5 enfants. Alors il a fait la seule chose que Fluky Stokes savait faire. Il s'est assuré que le monde ne détournerait jamais le regard. Et il ne l'a pas fait. Les funérailles sont devenues une histoire. L'histoire est devenue une rumeur. La rumeur a voyagé à travers les villes, à travers les journaux, à travers les tables de petit déjeuner, jusqu'à ce qu'un auteur-compositeur loin de Chicago la voie et comprenne immédiatement quelque chose. Ce n'était plus seulement des funérailles, c'était déjà en train de devenir une légende. Une histoire comme celle du cercueil Cadillac n'allait jamais rester confinée à un seul quartier. C'était trop étrange, trop visuel, trop américain, de la manière la plus sombre qui soit. Bientôt, les funérailles ont dépassé le South Side pour se retrouver dans les journaux de tout le pays. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Willie the Wimp, Stokes lisaient soudainement l'histoire d'un jeune homme enterré au volant d'un cercueil en forme de Cadillac, habillé comme s'il se dirigeait encore quelque part, entouré des symboles qui avaient défini sa courte vie. Puis l'histoire a atteint Austin, au Texas. L'auteur-compositeur Bill Carter l'a vu et a immédiatement compris que c'était plus qu'un simple fait divers. Il y avait du rythme, il y avait de l'ironie, il y avait de la tragédie, il y avait le genre d'image qu'un auditeur pouvait visualiser avant même la fin du premier couplet. Cette image est devenue Willie the Wimp. Et lorsque Stevie Ray Vaughan a plus tard fait découvrir la chanson à un public plus large, l'histoire a complètement échappé aux pages des faits divers. Elle est entrée dans les bars, sur les scènes, dans les disques et à la radio. Les gens chantaient en chœur pour des funérailles auxquelles ils n'avaient jamais assisté, au sujet d'un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré, dans une ville qu'ils n'avaient peut-être jamais visitée. C'est là l'étrange pouvoir du spectacle. Fluky avait créé des funérailles si inoubliables que la musique les a portés plus loin que la peur n'aurait jamais pu le faire. Mais pendant que le monde transformait Willie Jr. en légende du blues, Fluky était toujours en vie à Chicago, toujours entouré d'argent, d'ennemis, d'enquêtes et de chagrins. Et la fois suivante, où il est retourné à l'endroit où son fils est mort, il n'est pas venu pour faire son deuil. Il est venu pour célébrer. Moins d'un an après avoir enterré son fils dans un cercueil Cadillac, Fluky Stokes a organisé un autre spectacle. Cette fois, ce n'était pas des funérailles. C'était un anniversaire de mariage. 30 ans avec sa femme, Jean. 3 décennies de mariage, de survie, de loyauté, d'image publique, de chagrin privé et d'une vie entourée de plus de dangers que la plupart des couples ne pourraient jamais imaginer. Pour une autre famille, un anniversaire après une telle perte aurait pu être discret. Un dîner à huis clos, une pièce remplie de proches parlant doucement, une nuit où le souvenir d'un fils mort s'asseyait à table, même si personne ne prononçait son nom. Mais Fluky ne vivait pas discrètement. Il a loué la salle de bal d'un hôtel du Southside. Il l'a remplie d'invités. Des centaines de personnes ont franchi les portes, de la famille, des amis, des associés, des gens qui voulaient être proches du pouvoir et des gens qui voulaient simplement être témoins de ce que Fluky Stokes allait faire ensuite.
Et il leur a offert un spectacle. Le divertissement n'était pas modeste. Des légendes de la soul se sont produites pour la foule. La musique a rempli la pièce. Le genre de musique qui donnait à la soirée moins l'air d'un anniversaire privé que d'un couronnement. Fluky et Jean se sont tenus devant tout le monde, renouvelant leurs vœux devant un monde qui avait vu leur famille souffrir et qui s'attendait toujours à ce qu'ils paraissent moins forts. Puis est venu l'argent. Fluky s'est déplacé dans la foule en jetant de l'argent en l'air, des billets de 50 et de 100 dollars flottant comme des confettis. Les gens tendaient les bras pour les attraper. La salle a réagi exactement comme une salle réagit lorsque l'argent tombe des mains d'un homme que tout le monde sait puissant. C'était à la fois une célébration, du théâtre et du contrôle. Le prix de la soirée a été estimé à environ 200 000 dollars. Interrogé à ce sujet, Fluky l'aurait qualifié de modeste. Ce mot disait presque tout. Car pour Fluky, la modestie n'était pas une question de petitesse. Il s'agissait de mettre les gens au défi de comprendre l'échelle qu'ils considéraient comme normale. Une fête à 200 000 dollars, des artistes célèbres, une pluie d'argent sur les invités, et d'une manière ou d'une autre, dans son monde, cela pouvait encore être décrit comme de la retenue. Mais le détail le plus troublant n'était pas le coût. C'était le lieu. La fête a eu lieu dans le même hôtel où Willie Jr. avait été tué. Ce seul fait change le sens de toute la soirée. Un père est retourné à l'endroit où la vie de son fils s'est achevée, non pas avec du silence, non pas avec des bougies, non pas avec une prière privée, mais avec de la musique, de l'argent et une pièce pleine de témoins. Se réappropriait-il l'espace? Refusait-il de laisser le chagrin s'en emparer? Prouvait-il à la rue qu'aucune blessure ne pouvait le faire se cacher? Ou était-ce à cela que ressemble le déni lorsqu'un homme a assez d'argent pour le décorer? C'est ce qui rendait Fluky si difficile à comprendre. Il ne s'éloignait pas de la douleur. Il construisait une scène par-dessus. Il a transformé le lieu de la mort en un lieu de célébration, comme si le volume pouvait noyer la mémoire, comme si les applaudissements pouvaient enterrer le bruit des coups de feu. Mais peu importe la luminosité des lumières de la salle de bal, les ombres à l'extérieur s'allongeaient. La police observait toujours. Les enquêteurs fédéraux montaient toujours leur dossier. Les rivaux attendèrent toujours. Et quelque part près des limites du cercle de Fluky, la loyauté commençait à pourrir de l'intérieur. Au moment où Fluky Stokes jetait de l'argent à travers les salles de bal, l'image qu'il s'était forgée commençait à se fissurer. Pendant des années, il avait survécu en comprenant la différence entre ce que les gens savaient et ce que les gens pouvaient prouver. Dans le South Side, les rumeurs le suivaient partout. La police l'observait. Les enquêteurs étudiaient ses mouvements. Son nom revenait sans cesse dans les conversations sur l'argent, la violence, les stupéfiants, les jeux d'argent et le pouvoir. Mais une suspicion n'est pas une condamnation. Et Fluky le comprenait mieux que quiconque. Il s'était construit une vie dans l'espace entre la peur et le silence. Les témoins étaient difficiles à trouver. Les histoires changeaient. Les gens oubliaient les détails quand les questions devenaient dangereuses. Un homme pouvait être célèbre dans la rue et rester presque invisible au tribunal, tant que personne n'était prêt à porter la vérité jusqu'à la barre des témoins. C'est ainsi que Fluky continuait d'avancer. Mais les murs se rapprochaient. L'une des affaires les plus graves qui lui étaient de lier concernait le meurtre de Robert Sarowski, un pharmacien dont les affaires auraient croisé le monde que Fluky était accusé de contrôler. L'affaire a entraîné de lourdes charges, et pendant un instant, cela a ressemblé au genre de pression judiciaire à laquelle même Fluky pourrait ne pas échapper. Puis le tribunal a changé. Les témoins qui devaient soutenir l'accusation sont revenus sur leurs déclarations antérieures. Les témoignages ont changé. Les accusations se sont affaiblies. Ce qui semblait être une voie vers la condamnation a commencé à s'effondrer sous le poids des témoignages rétractés et de l'incertitude. Et Fluky est ressorti libre. Pour le public, cela ressemblait à une autre évasion impossible. Un autre rappel que cet homme pouvait se tenir près du centre du danger et en ressortir indemne. Les journalistes le pressaient, les caméras attendaient. La légende a absorbé le moment, comme elle l'avait toujours fait. Fluky n'avait pas l'air vaincu. Il avait l'air d'un homme qui avait une fois de plus survécu à la machine construite pour l'attraper. Mais cette fois, l'évasion n'était pas synonyme de liberté. Car pendant qu'une affaire s'affaiblissait, les enquêteurs fédéraux construisaient quelque chose de plus grand. Pas seulement un meurtre, pas seulement une accusation. Ils examinaient des schémas, de l'argent, des impôts, du racket, la structure d'une entreprise criminelle présumée.
Un seul témoin pouvait s'effondrer. Une affaire fédérale plus vaste pourrait être plus difficile à fuir. Et Fluky savait que la rue bougeait aussi. Les vieux ennemis ne disparaissaient pas parce qu'un juge rejetait les charges. Les rivaux ne pardonnaient pas parce qu'un homme souriait à la sortie du tribunal. Le même pouvoir qui a rendu Fluky célèbre a également fait de lui une cible. Plus il semblait intouchable, plus il devenait précieux pour quelqu'un de prouver qu'il ne l'était pas. C'est le danger de vivre comme une légende. Chaque évasion publique crée un ressentiment privé. Chaque victoire rend la prochaine trahison plus tentante. Et à la fin de 1946, Fluky était entouré de gens qui souriaient assez près pour le toucher, mais tous n'étaient pas loyaux. L'homme le plus dangereux près de lui ne se tenait pas devant sa Cadillac. Il la suivait par derrière. Earl Wilson était censé être une protection. C'était la partie simple de l'arrangement. Fluky Stokes était un homme avec des ennemis, un homme sous pression, un homme qui savait que le pouvoir attirait toujours quelqu'un prêt à le tester. Un garde du corps n'était donc pas une décoration. Un garde du corps était une assurance. C'était la personne payée pour surveiller les coins de rue, lire la rue, remarquer la voiture qui n'avait rien à y faire, et se tenir entre le danger et l'homme qui l'avait engagé. Mais Earl Wilson ne se tenait pas seulement près de Fluky. Il se tenait entre deux mondes. Pour Fluky, Wilson était la sécurité. Pour les enquêteurs, il avait été utile en tant qu'informateur. Pour les hommes extérieurs au cercle de Fluky, il est devenu quelque chose d'encore plus précieux. Une porte d'entrée. C'est ce qui rend la trahison si froide. Fluky avait passé des années à construire une vie où les gens le craignaient, avait besoin de lui devait quelque chose ou voulait avoir accès à lui. Mais aucun empire n'est protégé de l'intérieur si la mauvaise personne est assez proche pour connaître vos mouvements. Et Wilson était proche. À l'automne 1986, Fluky ne se déplaçait pas dans Chicago comme un homme insouciant. Il savait qu'il y avait des ennemis. Il savait que la pression montait. Il savait que les vieilles règles s'effondraient. Mais dans la nuit du 18 novembre, il a tout de même fait quelque chose d'ordinaire. Il est allé au cinéma avec Diane Miller. Ensuite, ils se sont arrêtés pour manger, puis ont conduit vers son appartement près de la 79e et d'Ellis. Cela aurait dû être une nuit simple. C'est pourquoi elle semble si obsédante. Pas de salle de bal, pas de salon funéraire, pas de foule, pas de diamants, pas de costume en soie. Juste une Cadillac se déplaçant dans la ville après minuit, transportant un homme dont la vie entière avait été construite autour du fait d'être impossible à ignorer. Derrière lui, Earl Wilson suivait dans une autre voiture. Et selon les procureurs, Wilson ne se contentait pas de suivre. Il communiquait. Il donnait des informations sur l'endroit où Fluky allait, où il s'arrêterait, quand il arriverait. Le garde du corps était devenu un guide pour les personnes qui attendèrent dans l'obscurité. Le prix de cette trahison était presque incroyable. Pas une fortune, pas un palais, pas une part d'un empire. Les rapports ont décrit un petit marché construit autour de dettes, de faveurs, d'un téléphone de voiture volé et de factures de téléphone. Environ 800 $ en valeur. 800 $ contre la vie de l'un des hommes les plus redoutés du Southside. C'est ce chiffre qui rend l'histoire presque irréelle. Fluky avait jeté plus d'argent en l'air lors de fêtes que la valeur attachée à sa trahison. Il avait construit un cercueil Cadillac pour son fils. Il avait porté des diamants comme une armure. Il avait fait croire aux gens que son pouvoir était trop grand pour être mesuré. Et pourtant, la brèche qui a mené à sa mort pouvait se mesurer en centaines. À 12h37 du matin, la Cadillac s'est arrêtée. Diane Miller a attrapé les sacs de course. Ronald Johnson était assis à l'avant. Fluky était à l'arrière, non pas habillé comme un roi, mais comme un homme essayant de se déplacer discrètement dans sa propre ville. Puis les tireurs sont apparus. L'attaque a été rapide. Le verre s'est brisé. Le conducteur a été touché. Fluky a été touché. Diane s'est restée baissée et a survécu au chaos autour d'elle. Et derrière eux, Earl Wilson a fait feu avec son arme. Mais pas sur les hommes qui attaquaient leur Fluky. Il a tiré en l'air. Ce seul détail est devenu l'un des symboles les plus sombres de toute l'affaire. L'arme d'un garde du corps a été déchargée, mais la protection n'est jamais venue. Les hommes qui étaient sortis de l'ombre ont pu repartir. L'homme qui avait payé pour être protégé mourait dans la voiture qui avait contribué à définir sa légende. Plus tard, Wilson serait arrêté, jugé et condamné. D'autres suspects dans le complot plus large n'ont jamais été tenus responsables de la même manière.
Les tireurs sont restés des fantômes. Toute la machinerie derrière le meurtre n'a jamais été entièrement mise en lumière. Et cela laisse un sentiment d'inachevé à cette trahison. Parce que l'histoire n'est pas seulement que Fluky Stokes a été tué. L'histoire est qu'un homme qui a construit sa vie sur la loyauté a découvert, à la toute fin, à quel point la loyauté était vraiment fragile. Il avait fait confiance à l'argent. Il avait fait confiance à la peur. Il avait fait confiance à la réputation. Mais cette nuit-là, aucune de ces choses n'a empêché la personne derrière lui de devenir la porte par laquelle la mort est entrée. Le salon funéraire A.R. Leak avait déjà vu la légende des Stokes une fois auparavant. 2 ans plus tôt, des foules s'y étaient rassemblées pour voir Willie, The Wimp Stokes Jr., assis au volant d'un cercueil en forme de Cadillac, habillé pour l'au-delà comme s'il faisait toujours partie des rues qui avaient fait son nom. Ses funérailles étaient devenues une histoire, puis une chanson, puis un morceau du folklore américain. Maintenant, la foule revenait pour son père. Willie Fluky Stokes n'était plus. Et une fois de plus, des milliers de personnes sont venues pour voir. La file d'attente à l'extérieur du salon funéraire s'étirait sous le poids du souvenir, de la curiosité, de la loyauté et de la contradiction. Certaines personnes sont venues parce qu'elles l'avaient aimé, d'autres sont venues parce qu'elles le craignaient, d'autres encore sont venues parce qu'elles voulaient assister à la fin d'un homme qui avait semblé trop grand pour disparaître d'une manière ordinaire. C'était la chose étrange à propos de Fluky. Même dans la mort, il attirait les foules. À l'intérieur, il ne ressemblait pas à l'homme qui était sorti discrètement cette dernière nuit. Les vêtements de rue avaient disparu. La simplicité de la scène du meurtre a été remplacée par l'image que les gens attendirent de lui. Il était habillé en bleu, entouré du genre de présentation soignée qu'il avait suivi tout au long de sa vie. Le costume, la chemise, la cravate, les chaussures, la posture d'un homme qui avait bâti son nom sur le fait d'être vu. Et dans ses mains se trouvait un téléphone. C'était un petit détail, mais il portait le poids de toute l'histoire. Fluky aurait tenu un téléphone au moment de l'attaque. Dans la mort, ce symbole lui est revenu, placé entre ses doigts, comme un dernier objet de la vie qu'il n'avait pas pu contrôler à la fin. Son fils avait été placé au volant. Fluky a été placé avec le téléphone. Une image était le mouvement. L'autre était la connexion. Les deux étaient des illusions. Aucune ne pouvait les ramener. À l'extérieur, les gens se souvenaient de différentes versions de lui. Certains se souvenaient de l'homme qui distribuait de l'argent, serrait des mains, aidait les familles et faisait en sorte que les pauvres se sentent remarqués. D'autres se souvenaient de la peur autour de son nom, des enquêtes, de la violence liée à son monde et des dégâts laissés par l'Empire qu'il était accusé de diriger. Cette contradiction n'a pas disparu lors des funérailles. Elle faisait la queue avec tout le monde, parce que Fluky Stokes n'a pas été pleuré comme un homme simple. Il a été pleuré comme un symbole, et les symboles sont rarement propres. Ils contiennent tout à la fois la générosité, la peur, le chagrin, le spectacle, la loyauté et la ruine. 7000 personnes sont venues lui dire au revoir, mais aucune foule, aucun costume, aucun téléphone dans sa main ne pouvait changer la vérité. Le roi du Southside n'avait pas été vaincu au tribunal. Il n'avait pas été abattu par des aveux publics. Il n'était pas tombé parce que le monde avait finalement cessé de croire en son image. Il est mort dans une Cadillac, après minuit, trahi par derrière. Et quand les funérailles se sont terminées, la légende n'a pas disparu. Elle est seulement devenue plus difficile à expliquer. En fin de compte, Willie Fluky Stokes a laissé derrière lui une histoire trop complexe pour être réduite à une seule étiquette. Pour les forces de l'ordre, il était l'architecte présumé d'un empire criminel. Pour certains quartiers du South Side, il était l'homme qui aidait quand personne d'autre ne le faisait. Pour les journaux, il était un spectacle. Pour la musique, il est devenu une note de bas de page dans une légende du blues. Pour sa famille, il était quelque chose de plus intime que ce qu'aucun gros titre ne pourrait jamais capturer. C'est ce qui rend l'histoire si troublante. Le monde de Fluky était bâti sur des contradictions. Il donnait de l'argent aux personnes dans le besoin, tandis que les enquêteurs estimaient que son pouvoir provenait d'une industrie qui avait détruit d'innombrables vies. Il a transformé le deuil en théâtre, puis est devenu le sujet d'autres funérailles tout aussi inoubliables. Il a vécu entouré de loyauté, mais est mort parce que cette loyauté a failli au plus près de lui. La Cadillac était censée représenter le style, le contrôle et le statut social. Mais dans cette histoire,
elle est devenue quelque chose de plus sombre. Un fils a été enterré dans l'une d'elles. Un père a été tué dans l'une d'elles. Et entre les deux, une chanson a porté cette image plus loin qu'aucun des deux hommes n'aurait pu l'imaginer. C'est peut-être là la véritable leçon de Fluky Stokes. Un homme peut passer toute sa vie à construire une image assez forte pour lui survivre, mais il ne peut pas choisir ce que cette image signifiera une fois qu'il sera parti. Se souvient-on de lui comme d'un bienfaiteur, d'un criminel, d'un père brisé par le chagrin, d'un symbole d'une époque violente, ou de toutes ces choses à la fois? La réponse dépend de la personne qui raconte l'histoire. Mais une chose est certaine, son empire ne s'est pas éteint en silence. Il s'est achevé par des coups de feu, la trahison d'un garde du corps, un téléphone dans la main d'un mort, et l'ombre d'une Cadillac qui suit toujours la légende partout où elle va.